Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, Claude et moi, nous allons discuter d'une question toute simple, mais dont la réponse ne l'est pas forcément. Devrait-on explorer l'espace à l'aide de robots ou plutôt le faire avec des humains ? Et pour amener des éléments de réponse, je suis donc accompagné de Claude Lafleur. Bonjour Claude. Bonjour Florent, bonjour tout le monde. Toujours un plaisir de se retrouver au micro. Et c'est apparemment une question que tu te poses depuis assez longtemps et à laquelle tu répondais par le passé les deux. C'est-à-dire qu'on a autant besoin des robots que des hommes. Est-ce qu'aujourd'hui, ta vision a changé ? Effectivement, ma vision a évolué, comme on va le constater, parce que durant longtemps, pour moi, c'était toujours... il faut savoir, c'est un sujet très vaste. Dans le cadre du balado qu'on fait là, j'ai fait un fascicule qui va avoir une 20aine de pages, mais j'aurais pu faire un fascicule j'aurais pu faire un livre complet sur le sujet. On pourrait faire un balado qui durerait 2-3 heures. Il y a beaucoup d'aspects à cette question-là, qui est une question débattue depuis les tout débuts de l'ère spatiale, comme on va le voir. Donc, j'ai réfléchi à cette question-là et aujourd'hui, ma pensée a évolué, comme on va le voir. Je vous garde le suspense pour l'instant. Il faut savoir que derrière la question homme ou robot, est-ce qu'on devrait explorer l'espace à l'aide de robots ou d'hommes, il y a plusieurs autres enjeux. Ne serait-ce que, par exemple, pourquoi au juste on explore l'espace? Qu'est-ce qui nous intéresse dans le domaine spatial, dans l'espace, qu'est-ce qu'il y a au firmament? Donc, la question est beaucoup plus complexe de simplement savoir, on envoie des hommes ou on envoie des robots. D'ailleurs, pour situer un peu le sujet un peu mieux, je te propose, Florent, de lire les premiers paragraphes du fascicule qui, je pense, font un tour d'horizon de l'ensemble des subtilités de la question. Qu'est-ce qu'il y a derrière la simple question homme ou robot? Mais avec plaisir, Claude. La question se pose depuis les tout débuts de l'ère spatiale. Devrait-on explorer l'espace à l'aide de robots ou par des hommes ? Il s'agit là d'une question si subtile que même après 65 ans de conquête spatiale, on ne l'a toujours pas résolue. Pourquoi donc au juste rêve-t-on de s'aventurer dans l'espace ? En fait, la question homme ou robot englobe une foule d'autres questions, à commencer par pourquoi l'espace nous intéresse-t-il autant ? Est-ce pour des raisons essentiellement scientifiques et de connaissances, ou par soif d'aventure, ou pour des questions plutôt d'ordre romantique, politique ou de prestige national ? Ou bien s'agit-il de la nouvelle frontière à conquérir pour l'humanité, sinon même notre destinée ? Il y a un siècle, Konstantin Tsiolkovsky avait lancé sa célèbre phrase « La Terre est le berceau de l'homme, mais l'homme ne saurait demeurer éternellement dans son berceau ». Ou peut-être envoie-t-on des hommes dans l'espace parce qu'on se croit tout bonnement irremplaçable, que nulle machine ne saurait faire mieux que nous ? Bien sûr, on pourrait penser que nous nous aventurons dans l'espace par curiosité, par soif de connaissance, car l'être humain est avant tout très curieux. D'ailleurs, nous scrutons le firmament depuis des millénaires afin de savoir ce qu'il y a là-haut et avec l'espoir de déterminer nos origines et, qui sait, peut-être même notre avenir. C'est d'ailleurs la raison première souvent évoquée par laquelle on justifie l'exploration de l'espace, une quête scientifique. Cependant, cette raison en cache en réalité bien d'autres qui finissent néanmoins par l'appuyer. Le programme Apollo en est d'ailleurs un bel exemple selon toi, Claude. Absolument. Comme on sait, le programme Apollo a été lancé pour des raisons de politique et de prestige national, c'est-à-dire que le 25 mai 1961, lorsque John F. Kennedy a décidé de lancer l'Amérique dans une course à la Lune, c'était pour des raisons donc de prestige national, parce que depuis 1957, les Soviétiques battaient constamment les Américains en ayant lancé le premier satellite dans l'espace, le premier être vivant, la chienne Laika. Les Soviétiques avaient commencé à explorer la Lune à l'aide des sondes Luna. Et évidemment, le 12 avril 1961, ils avaient lancé le premier homme en orbite. Donc, John F. Kennedy, quand il a pris sa décision, c'était pas pour des raisons purement scientifiques de dire nous allons aller connaître, découvrir la Lune. C'était pour des raisons avant tout de prestige national. Là, il fallait que les Américains finissent par trouver moyen de battre les Soviétiques. Et aussi, c'était une question de politique parce que on l'a vu dans des débats dont on a pris connaissance par la suite, que John F. Kennedy se posait la question qu'est-ce qui serait bien de faire compte tenu du contexte politique de l'époque? Et ça aurait pu être tout à fait autre chose qu'Apollo, ça aurait pu être tout à fait autre chose que la Lune. Donc, derrière la décision d'envoyer des hommes sur la Lune,
il y avait d'abord des objectifs politiques et de prestige national, mais il ne faut pas non plus négliger l'aspect scientifique, parce que les astronautes n'allaient pas que poser le pied sur la Lune, mais ils allaient aussi faire des recherches. Ils allaient donc recueillir des échantillons, ils allaient placer des expériences, réaliser des expériences à la surface de la Lune, et évidemment nous ramener des photos et leurs témoignages. Donc, la question homme ou robot, souvent, si on la limite en disant qu'est-ce qui est mieux d'un point de vue scientifique, c'est une chose, mais il n'y a pas uniquement cette raison-là, comme on va le voir. Donc, comme un peu la lecture de ce que vient de faire Florent, on voit que la question est beaucoup plus complexe et comporte beaucoup plus d'enjeux que simplement de savoir lequel des deux est le plus efficace pour explorer l'espace. Mais Apollo s'est avéré extrêmement coûteux, l'équivalent de 125 milliards de dollars d'aujourd'hui. De sorte que la question se pose, qu'aurait-on pu accomplir avec une telle somme via une exploration robotique de la Lune, par exemple? Exactement. En fait, on peut se demander, avec tous ces milliards-là, là, à l'époque, le programme Apollo a coûté 20 milliards, donc l'équivalent de 125 milliards en dollars d'aujourd'hui, on aurait probablement pu lancer des centaines de sondes qui auraient exploré l'ensemble de la Lune, y compris la face cachée. On aurait donc ramené quantité de bagages scientifiques. Probablement... le programme Apollo a rapporté beaucoup d'informations scientifiques, mais probablement qu'on aurait obtenu autant différemment de celles des sondes. Mais bien sûr, on n'aurait pas eu le récit des voyages des astronautes qui sont allés sur la Lune. Les sondes ne peuvent pas nous rendre ce genre de témoignages-là. Les photos aussi que nous ont ramenées les astronautes ont été marquantes. Je pense que tout le monde peut avoir en tête la fameuse photo prise lors de l'expédition Apollo 8 à Noël 1968 d'un lever de terre sur l'horizon lunaire. C'est une photo qui a marqué les esprits. Ce qu'il faut savoir, et je le montre dans le fascicule, c'est que 2 ans plus tôt, la sonde Lunar Orbiter 1 avait pris une photo semblable, presque identique même à celle d'Apollo 8, mais qui n'avait pas eu d'effet. La différence entre Lunar Orbiter, qui est un robot, et Apollo, c'est évidemment le témoignage des astronautes qui nous racontaient ce qu'eux ont vu en allant en orbite autour de la Lune, les émotions qu'ils ont ressenties. Donc, on peut voir que les robots, probablement que si on avait dépensé autant d'argent en robots qu'Apollo, on aurait eu probablement autant de résultats scientifiques, sinon même davantage, mais on n'aurait pas eu l'impact qu'ont eu le témoignage, le récit et les photos que nous ont ramenés les astronautes d'Apollo. Donc, c'est pas évident comme réponse. C'est pour ça que durant des décennies, je disais on a besoin des deux, parce que l'un a ses avantages et l'autre a d'autres avantages. Et c'est ce qu'on va voir tout au long du balado. Et en fait, rien ne remplacera jamais l'homme dans l'espace, ne serait-ce que pour des raisons que tu évoquais, des raisons de romantisme. Rien de tel qu'envoyer l'un et l'autre dans l'espace plutôt qu'un robot, non? Absolument. Ben, on a juste à penser, quand les Soviétiques ont placé Yuri Gagarin dans l'espace, ça a eu un retentissement extraordinaire. Même chose quand John Glenn est allé dans l'espace, les Américains, ça a eu un retentissement remarquable aux États-Unis, un peu partout. Même plus récemment, dans les années 80, quand votre premier astronaute français est allé dans l'espace, Jean-Loup Chrétien, moi-même, j'ai suivi de très près l'opération. C'était très intéressant et j'imagine qu'en France, vous étiez aussi rivés sur vos écrans. Comme nous aussi, en 1984, quand notre premier astronaute canadien, qui est Marc Garneau, est allé dans l'espace, ça a soulevé aussi tout l'intérêt de chez nous. Donc, même aujourd'hui encore, quand on lance des gens comme David Saint-Jacques ou Thomas Pesquet, ça soulève l'intérêt, beaucoup plus l'intérêt que les robots, même si, dans le fond, c'est un peu routinier d'envoyer des astronautes dans l'espace, mais quand c'est un des nôtres qui s'en va dans l'espace, c'est tout à fait autre chose. On le voyait dans les années 60 avec les premiers astronautes, on le voit aujourd'hui encore, même si David Saint-Jacques et Thomas Pesquet ne sont pas les premiers Québécois et Français dans l'espace, mais ça ajoute une touche que les robots n'auront jamais. Dans le fascicule 93, tu nous fais parcourir l'évolution de l'idée qu'on se fait de l'homme dans l'espace en remontant notamment jusqu'à Jules Verne et à Tintin. Pourquoi remonter aussi loin? Ça peut paraître surprenant si on pense à Hergé. Hergé a écrit ses romans dans les années 1860. Tintin, ça date des années 1950. Mais les deux œuvres, et particulièrement celle de Jules Verne, ont marqué l'imaginaire de peu tout le monde, y compris ceux des premiers pionniers qui ont rêvé d'aller dans l'espace, là, les Korolev, Von Braun et compagnie. Ils ont lu Jules Verne quand ils étaient jeunes, ça les a inspirés. Et même chose pour Tintin. Et ce qui est intéressant quand on regarde ces récits-là, on se rend compte que à cette époque-là, les communications radio ne jouent pas un rôle dans le domaine des vols habités. Dans le cas de Jules Verne, c'est intéressant parce que Verne, lui, en des années 1860,
il s'inspire des connaissances scientifiques de son époque pour dresser ce que pourrait être une expédition vers la Lune. Et dans le cas de Verne, il n'est jamais question d'ondes radio. Et ça, pour une raison très simple, c'est qu'à l'époque, on ne connaît pas les ondes radio. C'est-à-dire que les physiciens du temps commencent à découvrir ce qu'on appelle les ondes électromagnétiques, dont les ondes radio. Et un jour, on va faire des communications radio, mais c'est pas connu du temps de Jules Verne. Donc, pour Jules Verne, les gens qui s'en vont vers la Lune, ce sont des aventuriers qui d'eux-mêmes vivent l'aventure sans aucun contact avec la Terre. Et même dans le cas de Tintin, où là, évidemment, en 1950, on connaît les ondes radio, il ne joue pas un rôle important. On voit dans la bande dessinée qu'il y a quelques petites communications avec la Terre, mais les astronautes mènent leurs aventures par eux-mêmes. Or, ce qui est important de savoir, c'est tant qu'on ne prend pas conscience de l'importance des ondes radio, on ne peut pas imaginer que des robots pourraient remplacer l'homme. Sans ondes radio, on ne peut pas faire d'exploration, on ne peut pas envoyer des sondes qui prendraient des mesures, qui prendraient des photos, puisqu'ils ne peuvent pas nous les communiquer avec la Terre. Donc, l'idée de Verne et de Tintin, c'est de dire ce sont des humains qui vont aller dans l'espace parce qu'on ne peut pas communiquer de façon efficace par ondes radio. Donc, ils ont implanté l'idée que l'humain est irremplaçable puisque les robots ne peuvent pas jouer un rôle important. Et ça peut paraître drôle de penser, mais cette idée-là nous a marqué tout au long de notre vision des choses. Rien ne remplacera jamais l'homme, puisque les robots ne peuvent pas communiquer aussi bien que les hommes. Donc, ça a été marquant de l'époque. Et c'est intéressant de voir, entre autres, Tintin, là, si on y pense. Tintin, ça a été écrit en 1953. Ça a été publié, je pense, en 1955 à peu près. C'est une quinzaine d'années seulement avant Apollo 11. Hergé a tenté de rédiger un récit qui est le plus conforme possible à ce que pourrait être la réalité, mais quand on voit les aventures de Tintin par rapport à comment s'est déroulé Apollo 11, c'est extraordinairement différent. Ça n'a rien à voir. Donc, en l'espace de 15 ans, les technologies ont tellement évolué que ça ne s'est pas passé comme Hergé l'avait imaginé, même si le récit d'Hergé se voulait comme assez fidèle à ce que pourrait être la réalité. Mais tout a changé, et c'est ça qui est important de constater, tout a changé dans les années 60 grâce à la mise au point des communications par radio qui sont devenues évidemment extraordinairement importantes. Oui, et quand on voit aussi les documents ou les documents d'anticipation de l'époque qui nous montraient comment serait l'espace dans 10 ans, 15 ans, c'est totalement différent. Ça ressemblait plutôt à du Hergé que la réalité. La réalité a été très très différente, ouais. À cause de la communication par les ondes radio. Et c'est ça qui est important de prendre en compte, que ça va tout changer. Et tout au long des années 50, on imaginait que l'on installerait un jour en orbite terrestre de gigantesques bases spatiales à bord desquelles vivraient et travailleraient des centaines d'hommes et de femmes. Et ceci assurerait la surveillance de la Terre à des fins météo et militaires, observerait l'univers à l'aide de télescopes spatiaux, alors que c'est à partir de ces bases que s'envoleraient les expéditions interplanétaires menées par des hommes là aussi. On imaginait que dans ces bases spatiales, des météorologues, des spécialistes en communication, des observateurs militaires ainsi qu'une foule d'autres scientifiques mèneraient à bien diverses opérations, comme s'il fallait absolument que l'homme soit présent sur place dans l'espace. Mais donc rien de tout ça n'est arrivé. Pourquoi donc ? Exactement. Justement, à cause des communications par radio. C'est quand même fascinant de voir, moi j'ai beaucoup de plaisir à lire des textes des années 50-60 et de réaliser que même au début des années 60, on pense qu'on va devoir installer des hommes en orbite terrestre pour observer la Terre à des fins militaires ou à des fins civiles. On va devoir aussi assurer les services de communication grâce à des spécialistes qui seront placés en orbite terrestre. On imagine qu'on va placer des télescopes spatiaux en orbite terrestre. Ils vont être opérés par des astronomes qui seront sur place. Or, évidemment, ce qu'on constate aujourd'hui, grâce aux ondes radio, c'est que plus besoin d'envoyer des spécialistes dans l'espace. Nos météorologues, ils demeurent sur Terre. Ils reçoivent les photos satellitaires et ils nous établissent des cartes météo grâce à ça. Même chose au niveau des militaires. Les astronomes, on sait très bien, ils utilisent des télescopes comme Hubble ou Webb. Ils sont sur Terre, pas besoin d'être à côté du télescope. Donc, l'idée de construire de gigantesques bases orbitales qui étaient presque des mini-cités où il y aurait 100, 200, 300 personnes. Et ça, on l'imaginait au début des années 60. L'idée s'est avérée tout à fait inutile. Même chose, on imaginait qu'on construirait des bases sur la Lune et éventuellement sur Mars parce qu'évidemment, l'homme est irremplaçable. Alors que si on pense à le cas de Mars, on l'explore maintenant avec des robots. Donc, l'idée que les communications radio vont jouer un rôle très important s'est installée par elle-même. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'envoyer des spécialistes dans l'espace. Ils
sont sur Terre, ils font leur travail et leur vie au quotidien comme vous et moi. Et tout ça, c'était même inimaginable au début des années 60. C'est quand même surprenant, je pense, quand on y songe. Et c'est là donc un constat important à faire, selon toi. Jusqu'aux années 60, on n'imaginait pas que l'homme pourrait être secondé par des robots dans son exploration de l'espace. Exactement. C'est-à-dire que c'est pour ça que pendant longtemps, moi, je me disais, on a besoin des deux. On a besoin d'avoir des hommes dans l'espace, mais les robots peuvent faire aussi bien. Mais ce qu'on constate avec le temps, c'est que l'homme peut très bien rester sur Terre, mener ses opérations, et on pense à l'exploration de la planète Mars, on pense à l'exploration du système solaire lointain, quand on va envoyer des sondes aux confins du système solaire. L'homme peut très bien rester sur Terre. On n'a pas besoin d'envoyer des hommes dans l'espace, même si l'idée nous fait toujours rêver. À la suite du lancement des premiers Spoutnik en 1957, les Américains réagissent en créant la NASA. Celle-ci a comme priorité de lancer des astronautes à bord de capsules Mercury. Claude, le recrutement des 7 premiers astronautes Mercury en avril 1959 a d'ailleurs fait grand bruit à l'époque, n'est-ce pas ? Exactement. Écoutez, je pense que sur YouTube, on peut voir des extraits de la conférence de presse qu'ont donné les 7 premiers astronautes américains, là, les astronautes du programme Mercury, le 9 avril 1959. Et là, de voir la réaction des journalistes, qui absolument, les journalistes tiennent à une certaine distance de la nouvelle et gardent leur calme. Et là c'est l'enthousiasme général. Même chose dans la population, c'est comme on vient instantanément d'avoir 7 nouveaux héros, 7 astronautes, qui ne sont pas encore allés dans l'espace. Ils n'ont même pas commencé leur entraînement, mais ce sont des héros nationaux. Et il faut lire aussi les biographies de ces astronautes-là qui racontent eux-mêmes, qui n'en croient pas leurs yeux quand ils voient la réaction des gens. Le simple fait d'avoir été nommé astronaute a galvanisé la population, en a fait des héros nationaux, alors qu'ils n'avaient encore rien fait. Ça montre un peu, on avait beau envoyer des satellites et des sondes spatiales dans l'espace depuis à peu près 2 ans, quand la conférence de presse a lieu, 1 an et demi quand la conférence de presse a lieu, mais il en reste pas moins que quand on parle qu'il y a des hommes qui vont aller dans l'espace, lorsqu'on présente au public les premiers hommes qui vont aller dans l'espace, c'est le délire national. C'est quand même amusant. D'ailleurs, je vous invite, je me souviens d'avoir vu sur Internet, sur YouTube, des extraits de la conférence de presse. C'est hallucinant, la réaction d'un peu tout le monde. Ça montre un peu l'importance qu'on attache à l'homme dans l'espace, même vis-à-vis des hommes qui n'ont encore rien fait. Là, ils ne sont pas encore allés dans l'espace. C'est amusant et instructif en même temps. Et cependant, les premiers satellites font d'importantes découvertes, notamment que la Terre est entourée d'une ceinture de radiation, des ceintures de Van Allen, qui ont permis à la vie de se développer, ainsi que le fait que notre planète n'est pas exactement sphérique, mais ressemble presque à une poire, l'hémisphère sud étant plus gonflé que l'hémisphère nord. L'exploration de l'espace a donc commencé par les robots, avant même que l'homme ne s'y rende lui-même. Exactement. Ce qui était besoin de penser, là, imaginez, on est en, disons, 1959, là, on vient de présenter les astronautes du programme Mercury. On envisage envoyer des hommes dans l'espace à partir de 1961, donc dans 2 ans. Par contre, l'exploration spatiale a déjà commencé grâce aux robots. On vient de parler des satellites qui ont fait des découvertes importantes par rapport à la Terre. Il y a les sondes soviétiques Luna qui ont commencé à explorer la Lune. Entre autres, la sonde Luna 3, en octobre 1959, nous a dévoilé la face cachée de la Lune, là, les premières photos qui sont de qualité moyenne, disons, mais c'est déjà un premier pas. On avait un aperçu pour la première fois de la face cachée de la Lune. C'est donc dire que, alors qu'on prépare l'envoi d'hommes, déjà l'exploration spatiale a commencé à l'aide de robots, et évidemment, on va commencer aussi à s'aventurer vers la planète Mars et Vénus. Et donc, les robots sont à l'œuvre, mais ce dont on rêve, ce qui nous importe le plus, c'est le jour où des hommes vont enfin s'envoler dans l'espace, même si la valeur des hommes, on peut se demander ce que ça va être. Dans le cas des robots, ils sont déjà à l'œuvre. Donc, on voit un peu l'importance d'envoyer des humains dans l'espace. C'est pas juste pour une question d'exploration et une question scientifique. Ça a tout un volet, c'est ce que j'appelle le volet romantique ou le volet humain de la chose. Là. Les robots ne remplaceront pas les humains, ne serait-ce que pour ça. De fait, les lancements de Yuri Gagarin, d'Alan Shepard, de Virgil Grissom, de Herman Titov ou de John Glenn ont à chaque fois un retentissement considérable, nettement plus que toutes les missions robotiques. Exactement. Et ce qui est troublant un peu, c'est que
les 4-5 premiers vols, les 4-5 premières fois on envoie des humains dans l'espace, c'est des courtes missions. Hein. Les vols de Shepard et Grissom, c'est 15 minutes. Gagarin, c'est 1 heure. Glenn, c'est 4h30. Titov, c'est 25 heures. Et ces missions-là nous apprennent rien, là, sinon que des hommes sont allés dans l'espace. Mais c'est quand même la liesse, le délire à l'échelle de la planète, à savoir des hommes sont enfin allés dans l'espace, même si ces missions-là nous ont rien repris. Pendant ce temps-là, par contre, les robots, eux, nous apportent de l'information. Mais on n'accorde pas autant d'importance à l'information scientifique que nous apportent les robots qu'au fait qu'enfin, quelques-uns des nôtres sont enfin allés dans l'espace. N'empêche que la question homme ou machine s'impose inexorablement. Explore-t-on l'espace à des fins scientifiques ou de prestige national ? Au lendemain du vol de Gagarine, alors que les soviétiques venaient une fois de plus de devancer les Américains dans la course à l'espace, ces derniers se questionnent sur ce qu'ils devraient faire, se lancer dans une course à la Lune ou explorer l'espace à des fins scientifiques. Effectivement, il y a d'ailleurs... On est au lendemain du vol de Gagarine, là, en avril 1961, et là, les Américains se questionnent qu'est-ce qu'ils vont faire pour répondre à l'exploit soviétique. Et là, il y a des scientifiques qui disent, écoutez, l'espace, c'est un domaine scientifique, il faut explorer l'espace pour des raisons scientifiques et non pas de prestige national. D'ailleurs, ils s'inquiètent beaucoup parce qu'ils voient venir la décision de Kennedy qui va arriver quelques semaines plus tard. Ils disent non, c'est inutile d'aller dans l'espace, d'envoyer des humains sur la Lune. On peut faire beaucoup mieux de façon scientifique. Et donc, ça serait une dépense d'argent inutile. Mais pourtant, on connaît la suite, c'est-à-dire que le cœur a ses raisons que la raison ignore, c'est-à-dire on n'explore pas l'espace que pour des raisons scientifiques, puisque Kennedy va décider d'envoyer des hommes vers la Lune, même si c'est peut-être pas la meilleure façon scientifique d'explorer l'espace. Or, 3 semaines après le vol de Gagarine, les Américains lancent leur propre astronaute, Alan Shepard, qui effectue un vol suborbital de 15 minutes, grimpant jusqu'à 190 km d'altitude. Et la nation est en liesse, un Américain est allé dans l'espace. 3 semaines plus tard, donc, le président Kennedy engage son pays dans la course à la Lune. C'est là qu'on voit tout le désir d'envoyer des hommes dans l'espace. D'ailleurs, comme je l'ai relaté dans des balados antérieurs, ce que Kennedy promettait aux gens, c'était pas juste d'envoyer des hommes sur la Lune, c'était de réaliser le rêve de l'humanité, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce que c'est que d'être sur la Lune, qu'est-ce que ce serait si on était sur la Lune. Donc, Kennedy réalise d'avant tout un rêve que l'humanité caresse depuis plusieurs décennies. On ne se souvient plus de nous autres aujourd'hui, là, mais dans les années, je ne sais pas moi, 30, 40, même avant, les gens regardaient la Lune et disaient « Qu'est-ce que ça aurait de l'air si on était sur la Lune? À quoi ressemble la Lune? Qu'est-ce que ce serait que d'y être? » Kennedy, donc, nous propose de réaliser un des rêves de l'humanité. Comme quoi, on n'explore pas l'espace que pour des raisons scientifiques, mais même si c'est un volet important, mais tout le volet romantique, le volet de « nous sommes dans l'espace » occupe aussi une place très importante. Tout au long des années 60, on se questionne sur le bien fondé d'envoyer des hommes sur la Lune, sinon même de l'explorer à l'aide de sondes automatiques. Selon certains, les 20 milliards de dollars prévus pour le programme Apollo seraient mieux dépensés si on les consacrait à améliorer la qualité de vie sur Terre dans les écoles, les hôpitaux ou le logement. C'était une bonne question, évidemment, une question qu'on se pose parfois toujours. Ne devrait-on pas plutôt investir sur Terre ? C'est effectivement la question qu'on se posait à l'époque, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Mais la vraie question, c'est est-ce que si on n'avait pas dépensé les 20 milliards pour aller sur la Lune dans les années 60, est-ce qu'on les aurait vraiment accordés à améliorer la qualité de vie humaine, donc dans les hôpitaux, les écoles, nos infrastructures, etc. Or, on a la réponse maintenant. Parce qu'au lendemain d'Apollo 11, les Américains se sont demandé est-ce qu'on ne devrait pas poursuivre l'exploration spatiale en envoyant des hommes sur Mars? Bon, j'en ai parlé dans certains balados par le passé. Et à l'époque, on avait calculé qu'envoyer des humains sur Mars, ça coûterait 5 fois plus cher que le programme Apollo. Le programme Apollo a coûté 20 milliards en dollars des années 60. On imaginait qu'aller sur Mars, ça coûterait 100 milliards. Or, les Américains ont dit non, c'est trop dispendieux, on ne consacrera pas 100 milliards pour aller sur Mars, donc on n'ira pas sur Mars.
Est-ce que vous pensez qu'on a pris ce 100 milliards-là qu'on a, entre guillemets, économisé, ou du moins qu'on n'a pas dépensé, pour améliorer les conditions de vie humaine sur Terre, pour améliorer les écoles, les soins de santé, etc.? La réponse, c'est non. D'ailleurs, dans le fascicule, je cite une recherche qu'a faite un historien de l'université américaine qui a regardé effectivement qu'est-ce qui s'était passé à la suite et qui calcule que ça absolument pas l'argent économisé pour ne pas être allé sur Mars n'a pas servi à améliorer la condition humaine. Et même, je dirais pire que ça, c'est qu'au lieu de se lancer à la conquête de Mars, les Américains, dans les années 60 et au début des années 70, menaient une guerre au Vietnam, la fameuse guerre au Vietnam, une guerre qui leur a coûté 110 milliards de dollars de l'époque. Je rappelle, le programme Apollo, 20 milliards. La conquête de Mars aurait coûté possiblement 100 milliards. Bien, les Américains ont pris ce 100 milliards-là, si on peut dire, parce que ce n'est pas un transfert direct, ont pris ce 100 milliards-là pour mener la guerre au Vietnam. Donc, l'argument qui était à l'époque, puis qui est vrai aujourd'hui encore, les gens disent, oui, mais au lieu de dépenser de l'argent pour un télescope comme Webb ou pour la station spatiale ou autre, on devrait peut-être l'utiliser sur Terre. Moi, je me dis, ben c'est pas ça, c'est pas un transfert automatique, puis même, c'est le contraire. D'ailleurs, on pourrait toujours, je le montre dans le fascicule, là, je donne les chiffres. Quand on compare les budgets de la NASA et les budgets militaires, ben, il n'y a pas de comparaison. Les budgets militaires sont 10 ou 20 fois plus élevés. Exactement. Fait qu'on pourrait dire, au lieu de couper les budgets pour la NASA, que si on réduisait un tout petit peu les budgets militaires pour faire plutôt du bien sur Terre, il y aurait peut-être plus de ressources à aller chercher là. Mais la question se pose à savoir, si on ne faisait pas la conquête spatiale, est-ce qu'on améliorerait les conditions de vie sur Terre? La réponse, c'est non, parce que le transfert n'est pas automatique. C'est intéressant quand même que dans les années 60, on se pose la question, et dans les années 70, on y a répondu en n'allant pas sur Mars. Il y a aussi l'argument du prestige national que devraient récolter les États-Unis en étant les premiers à parvenir sur la Lune. Pour certains, ça en valait le coup, mais pour d'autres, pas vraiment. Que peut-on donc en dire aujourd'hui? C'est intéressant parce qu'à l'époque, on se pose la question, on peut regarder 50 ans plus tard, 50 ans après Apollo 11, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Moi, c'est difficile évidemment de savoir exactement, de le déduire précisément, mais moi, l'impression que j'ai, c'est que le prestige des États-Unis n'a jamais été aussi élevé qu'à l'époque d'Apollo 11. C'était un peu l'apothéose des Américains. Ils sont capables d'aller sur la Lune. D'ailleurs, les plus jeunes générations ne se souviennent pas, mais beaucoup dans les années 70, on disait toujours, si on a été capable d'aller sur la Lune, on doit bien être capable de résoudre tel problème. C'était une phrase très souvent. Fait que les Américains ont retiré un prestige énorme en allant sur la Lune. Est-ce que ça valait le 20 milliards? Ça, je ne suis pas en mesure de le déterminer, mais je pense qu'on peut même dire que quand on fera l'histoire des États-Unis dans 100 ans ou dans 500 ans, on dirait peut-être que l'époque où les États-Unis étaient à leur apogée va être symbolisée par le premier pas de l'homme sur la Lune. Donc, le prestige national, les Américains en ont récolté un énorme. Est-ce que ça valait 20 milliards? On ne peut pas le quantifier, mais c'est contrairement à ce que certains pensaient que ça donnerait peu ou pas grand-chose aux États-Unis, ça leur a apporté énormément de prestige. Un prestige qu'ils n'avaient pas avant et qu'ils n'ont jamais eu depuis, à ma connaissance. Il y a aussi l'argument des fameuses retombées technologiques découlant du programme Apollo. Valait-il la peine, là aussi, en termes de retombées technologiques, de dépenser 20 milliards à l'époque pour se rendre jusqu'à la Lune? Exactement. Ça, là, on en parle souvent. On dit, grâce à Apollo, on a miniaturisé l'électronique, on a développé l'informatique, on a développé quantité de matériaux ou de procédés industriels qu'on n'aurait pas eu autrement. Moi, j'ai toujours été très, très, très réticent par ce genre d'argumentation-là parce que je me dis, on les aurait soit eu de toute façon ou probablement qu'on les aurait eu plus rapidement et à moins cher si on les avait développés directement, dans le sens que c'est vrai qu'on a développé, le programme Apollo a imposer un certain développement à l'informatique, une certaine accélération du développement à l'informatique. Mais je pense que l'informatique étant ce qu'elle est, on les aurait quand même développé, nos ordinateurs, on aurait quand même miniaturisé l'électronique, on aurait probablement développé la plupart des matériaux qui ont été développés grâce au programme Apollo. En fait, comme j'en ai déjà parlé dans un balado, pour moi, les véritables retombées spatiales, c'est ce qu'on fait essentiellement grâce à l'espace. Par exemple, les satellites météo qui observent la Terre en permanence, les satellites de télécommunications qui transmettent les communications d'un bout à l'autre de la planète instantanément, les satellites militaires qui surveillent la planète. Ça, ce sont des retombées spatiales. Autrement, on les aurait eu autrement. Et pour moi, c'est vrai tout autant. Des fois, on parle, mettons, la Formule 1. La Formule 1 permet de développer des technologies qu'on applique maintenant dans les automobiles.
pour moi, ça ne tient pas. C'est-à-dire que si on a besoin d'améliorer certaines technologies pour des automobiles, on pourrait très, très bien les développer directement et à moins cher qu'en passant par la Formule 1. Et c'est vrai pour tout le reste. Pour moi, l'argument des retombées n'est pas un bon argument, même si c'est vrai qu'il y a eu des retombées technologiques issues du programme Apollo, mais on les aurait obtenues autrement de toute façon si ces technologies-là nous sont utiles. La question de la suprématie de l'homme sur les robots est également longuement débattue dans les années 60. Est-ce que les sondes qu'on se prépare à envoyer sur la Lune feront mieux que les astronautes eux-mêmes? Ça, c'est une question intéressante qui est abordée longuement dans un long article du New York Times publié en 1963 et rédigé par Sir Bernard Lovell. Je vais parler brièvement de Sir Bernard Lovell parce que c'est un personnage dont on a oublié aujourd'hui l'existence. Je ne sais pas s'il y a des gens qui le connaissent, ça leur dit quelque chose. Sir Bernard, c'est un radioastronome britannique des années 60 ou des années 50-60. C'était probablement le plus grand expert du domaine spatial à l'époque parce qu'entre autres, c'est un Britannique, il avait comme originalité de collaborer avec la NASA, mais aussi avec les Soviétiques. Il était en contact avec les Soviétiques, il a participé à certains projets soviétiques, et évidemment, il était du côté de l'Occident aussi. C'était exceptionnel à l'époque. Et là, Sir Bernard, lui, il écrit un long texte dans le New York Times, qui est un petit bijou à lire, où dans lequel, lui, il considère que l'homme est irremplaçable, parce qu'entre autres, les robots, ils n'ont pas de cerveau, les robots ne réfléchissent pas, les robots sont pas en mesure de prendre des décisions. Fait que pour lui, si on envoie des humains, par exemple, sur la Lune, ils vont faire beaucoup plus de travail en quelques heures que si on envoyait des robots. Donc, pour lui, il ne fait aucun doute que les humains sont nettement supérieurs à tout robot, même si l'avenir va peut-être lui donner un peu tard. Mais vraiment, c'est un plaidoyer très, très intéressant en faveur de l'homme dans l'espace. Et selon Sir Bernard Lovell, ça pourrait même coûter nettement plus cher d'explorer la Lune à l'aide de robots que d'y envoyer des hommes. Mais comment cela pourrait-il être possible étant donné que les sondes coûtent 100 fois moins cher que les vols humains? Comment Sir Bernard peut imaginer cette chose? Ce que Sir Bernard nous explique, c'est que quand on compare ce que sont capables de faire les sondes, les sondes spatiales sont en mesure de faire des recherches sur ce que l'on sait qu'on doit chercher. Par contre, un humain qui arrive sur la planète, lui, il va être confronté à l'inconnu, il va être confronté à des choses auxquelles on ne s'attendait pas, et lui, avec ses capacités de réflexion et de jugement, va pouvoir prendre des décisions et tirer profit du fait qu'on fait des découvertes auxquelles on ne s'y attendait pas. Et on pourrait donner un exemple. Évidemment, Sir Bernard, il n'est pas au courant, mais moi, j'y ai donné cet exemple. La mission Apollo 8, auquel j'ai fait référence au début du balado, le fait que les astronautes ont vu le lever de Terre depuis l'horizon lunaire nous a donné une information à la fois scientifique, mais surtout émotionnelle, qu'aucun robot nous aurait donné. Fait que selon ce que nous explique Sir Bernard, c'est qu'on pourrait évidemment envoyer beaucoup plus de robots sur la Lune que d'humains, puisque ça coûte beaucoup moins cher. Mais dans le fond, pour arriver au même résultat que, par exemple, si on envoyait un géologue sur la Lune passer une journée ou deux, pour lui, il récolterait beaucoup plus d'informations que tous les robots qu'on pourrait envoyer. Donc, il dit, si on se contentait d'explorer la Lune avec des robots, on serait dans un programme probablement interminable de sondes, qu'on enverrait des centaines de sondes. Et finalement, au bout du compte, même si chacune des sondes est beaucoup moins coûteuse qu'une mission Apollo, on ne récolterait pas autant de résultats pour quelque chose qui finirait par nous coûter plus cher à la longue. C'est un argument intéressant. Sir Bernard fait aussi valoir l'un des grands avantages de s'installer sur la Lune, c'est que celle-ci sera l'observatoire astronomique idéal étant donné l'absence totale d'atmosphère et de nuages qu'on y trouve, tout en offrant 2 semaines consécutives de nuit parfaite, de quoi faire rêver tous les astronomes. Sir Bernard, qui est un radioastronome, émet aussi l'idée que placer des radiotélescopes sur la face cachée de la Lune les isolera complètement de la multitude d'interférences radio émanant de la Terre. Il affirme aussi que les observations astronomiques faites depuis la Lune y seront bien mieux menées que par des astronomes sur place que de façon automatique. C'est vrai que la Lune a beaucoup fait rêver les astronomes
comme il faisait état, là, une nuit lunaire qui dure pendant 14 jours, aucun nuage, aucun phénomène atmosphérique, de quoi faire rêver les astronautes. Par contre, ce qu'on constate aujourd'hui, quand on regarde l'efficacité des télescopes spatiaux, on pense évidemment à Webb et à Hubble. Évidemment, il n'y a pas de comparaison, là. C'est des instruments extraordinaires qui sont placés dans l'espace. Et dans le cas de Sir Bernard, à l'époque, il disait qu'il va falloir installer des télescopes avec des astronomes qui vont être à côté pour faire leurs travaux. Donc, dans l'espace, ça aurait été complexe. Sur la Lune, ça serait plus simple, mais évidemment, aujourd'hui, on sait que grâce aux ondes radio, nos astronomes demeurent sur Terre, se servent des télescopes pour observer, des télescopes pour observer, pour faire leur travail. Donc, on voit très bien que ce n'était pas nécessaire d'installer des télescopes sur la Lune, sauf là où Sir Bernard a un peu raison, c'est au niveau de la radioastronomie. C'est-à-dire que si on installait des télescopes, des radiotélescopes, sur la face cachée de la Lune, qui serait donc protégée contre les émissions radio en provenance de la Terre, on pourrait faire des recherches intéressantes. Et ça reste un projet intéressant. Peut-être qu'un jour, on va installer d'importants radiotélescopes sur la face cachée de la Lune. Mais encore là, on n'aura pas besoin d'humains. Là. Les humains n'auront pas besoin d'être à côté pour le faire fonctionner. Tout va pouvoir se faire à distance avec des satellites relais. Mais donc, si la Lune... on a longtemps pensé que ce serait un observatoire astronomique important, idéal même. On voit que les télescopes spatiaux, comme entre autres Webb, où est placé Webb, c'est une position beaucoup plus avantageuse que celle de la Lune. Donc, les télescopes spatiaux font mieux, les humains restent sur Terre et on peut continuer de rêver du jour où Sir Bernard, qui est un radioastronome, disait si on pouvait installer des radiotélescopes sur la Lune, ce serait formidable. Il avait raison. Au printemps 1969, la NASA est donc fin prête à s'élancer vers la Lune, comme nous le relatons dans le balado numéro 32. Mais une question trotte dans la tête de tous. Les Soviétiques sont-ils eux aussi dans la course ? Comme toujours, ceux-ci cultivent l'ambiguïté, laissant entendre qu'ils se limitent à explorer la Lune à l'aide de robots, alors qu'en réalité, comme nous l'apprendrons 20 ans plus tard, ils espèrent toujours coiffer les Américains. Ainsi, le 13 juillet 1969, 3 jours à peine avant le départ d'Apollo 11, ils lancent la sonde Luna 15 qui prend la route de la Lune. Le monde entier est intrigué. Que tenteront donc de faire les Soviétiques ? Effectivement. Moi, je me souviens, là, parce que c'est l'époque où je me suis passionné pour l'espace, quand Luna 15 a été lancée, on se demandait pour quelle fin. Qu'est-ce qu'allaient faire les Soviétiques? Certains pensaient qu'elle allait peut-être... tenter d'espionner la mission Apollo 11, de photographier les astronautes d'Apollo 11, de voir un peu comment ils allaient procéder, etc. Ce qu'on a appris par la suite, c'est que bon, la sonde, la véritable mission de la sonde, et ça on l'a appris des années plus tard, bien qu'on le soupçonnait à l'époque, c'était de se poser sur la Lune, de récolter des échantillons et de les rapporter sur Terre avant le retour des astronautes d'Apollo 11. Les Soviétiques auraient en quelque sorte coiffé les Américains en disant « Nous avons été les premiers à rapporter des échantillons de la Lune ». En réalité, ce qui s'est passé, c'est que la sonde s'est écrasée sur la Lune le 20 juillet, juste quelques heures avant que les astronautes d'Apollo 11 quittent la Lune, et on n'en a plus jamais entendu parler, donc ça a été un échec. On voit un peu d'ailleurs, c'est intéressant de penser que la sonde s'est écrasée sur la Lune. Le module lunaire d'Apollo 11 se serait aussi écrasé n'eût été de l'intervention de Neil Armstrong. Je pense que tout le monde se souvient que durant la descente, à un certain moment donné, le module lunaire se dirigeait tout droit pour aller se poser au fond d'un cratère où ça aurait été probablement un terrain beaucoup trop accidenté. Il aurait probablement raté son atterrissage. Le fait qu'Armstrong soit à bord, il a pris les commandes et il est allé se poser à côté du cratère, ce qui illustrait l'importance de l'homme dans des situations imprévues. L'homme pouvant prendre le contrôle à la dernière minute et faire en sorte que ce qui aurait été un échec en vol automatique devient une réussite en vol humain. Et Neil Armstrong, en quelque sorte, a prouvé un peu ce que avançait Sir Bernard et plein d'autres, c'est-à-dire que l'homme est irremplaçable, surtout quand on parle de milieux où il y a une marge importante d'inconnu, où il y a plein de choses qui peuvent se passer à la dernière seconde. Les robots peuvent échouer, exemple Luna 15, ou les astronautes peuvent réussir, exemple Apollo 11. Et c'est ainsi que Neil Armstrong et Buzz Aldrin explorent une parcelle de la mer de la Tranquillité durant 2h30, prélèvent 21 kg d'échantillons, quantité de photos historiques et nous rapportent un fascinant récit de voyage. 4 mois plus tard, en novembre 1969, c'est Pete Conrad et Alan Bean d'Apollo 12 qui explorent l'océan des tempêtes durant 7h30, récoltent 34 kg d'échantillons ainsi que des pièces de la sonde Surveyor 3,
qui se trouve sur la Lune depuis plus de 3 ans. Combien de missions robotiques, à ton avis, auraient été nécessaires pour le même résultat, Claude? Ben, c'est exactement ce qu'on va voir dans les prochains, c'est-à-dire que les Soviétiques vont tenter d'égaler les Américains, mais on va voir que c'est pas si évident que ça. Et est-ce que tu sais si on a posé cette même question à Sir Bernard? Non, à l'époque, je pense que là, Sir Bernard était à la retraite à ce moment-là. Il a joué un rôle moins actif. Mais ce qu'on voyait, c'est qu'évidemment, la puissance de l'homme dans l'espace, mais en même temps, les risques. Parce qu'à la suite d'Apollo 12, il y a eu la mission Apollo 13 qui a été un échec. En fait, les Américains vont dire presque une réussite parce qu'on a sauvé l'équipage. Mais cela a fait dire aux Soviétiques, écoutez, c'est pas nécessaire de risquer la vie d'humain comme le font les Américains pour rapporter des échantillons sur la Lune. On est capable d'en faire autant. Et donc, 5 mois après Apollo 13, qui a failli échouer, enfin, qui est un demi-échec, une demi-réussite, ça dépend comment on le voit, les Soviétiques lancent la sonde Luna 16 qui se pose dans l'océan de la fertilité. Et que fait donc cette sonde? Effectivement. Luna 16, dans le fond, refait la mission de Luna 15, c'est-à-dire de récupérer des échantillons. Cette fois, la mission réussit. La sonde rapporte sur Terre 101 grammes d'échantillons. C'est donc, pour les Soviétiques, un succès majeur parce que c'est la première fois qu'on rapportait des échantillons d'un autre astre de façon totalement automatique. Et selon les concepteurs de Luna 16, c'est le début des sondes qui vont pouvoir éventuellement rapporter des échantillons non seulement de la Lune, mais également de la planète Mars, également de Vénus ou de d'autres astres un peu partout dans le système solaire. Donc, les Soviétiques faisaient preuve qu'ils sont en train de mettre au point un véhicule capable de rapporter des échantillons un peu partout du système solaire, alors qu'évidemment, les astronautes d'Apollo sont limités à la Lune. Puis en novembre 1970, les Soviétiques lancent la sonde Luna 17 qui allunit dans la mer des pluies. Elle y dépose le premier géologue sur roue, l'astromobile Lunokhod 1. Il s'agit d'un véhicule de la taille d'une petite automobile aux apparences d'une baignoire, doté de 8 roues et surmonté d'un couvercle contenant des cellules solaires afin de fournir l'électricité de bord. La mission de Lunokhod, c'était d'explorer le sol lunaire là, en roulant, c'est un véhicule, pendant 3 jours lunaires. Il faut savoir qu'un jour lunaire, c'est l'équivalent de 14 jours terrestres. Donc, pendant 2 semaines de temps, il explore le sol lunaire. Il se repose durant la nuit. Quand il fait noir, d'abord, ses piles photosolaires ne peuvent pas se recharger parce que c'est la nuit et de toute façon, le véhicule ne verrait rien. Donc, il se repose durant 2 semaines, travaille pendant 2 semaines. Il devait faire ça pendant 3 fois, 3 jours lunaires. En réalité, il l'a fait pendant 11 jours lunaires, donc presque durant une année entière. Et ça a été vraiment un succès éclatant pour les Russes parce qu'il faut savoir que technologiquement, c'est toute une démonstration. Lorsqu'il fait jour sur la Lune, lorsque le véhicule travaillait le jour, il était soumis à des températures qui pouvaient dépasser les 120 degrés Celsius. Alors que durant la nuit, lorsqu'il se reposait, les températures pouvaient descendre à moins 120. Fait qu'imaginez que vous avez construit une automobile automatique, pilotée par des gens depuis la Terre, mais un véhicule automatique, qui est capable de résister à des écarts de température de plus 120 à moins 120, et ça durant presque une année. Ça a été une mission, une réussite assez remarquable du côté des Soviétiques, qui a surpris un peu tout le monde à l'époque. Et au cours de ces 322 jours terrestres de fonctionnement, Lunokhod parcourt 10 km et renvoie plus de 20 000 images et 206 panoramas haute résolution de paysages lunaires, en plus d'effectuer 25 analyses de sol. Il s'agit pour l'époque de l'une des missions robotiques les plus réussies. Exactement. Et ça a eu un très grand retentissement à la fois sur Terre, mais surtout aux États-Unis, où là, les Américains ont commencé à se poser des questions. En fait, les Russes faisaient valoir qu'ils comparaient, dans le fond, les résultats des missions Apollo 11 et 12 avec leur Lunokhod et leur Luna. On sait que les astronautes d'Apollo 11 et 12 ont passé une journée et demie sur la Lune, ont exploré le sol lunaire pendant quelques heures, se sont éloignés du module lunaire sur quelques centaines de mètres seulement. Pendant ce temps-là, le Lunokhod, lui, il a exploré la Lune pendant presque une année. Il a parcouru une dizaine de kilomètres. Il a pris des milliers de photos. Il a transmis, entre autres, on n'en a pas eu beaucoup malheureusement, mais quelques centaines de photos de paysages lunaires. Là. Donc, il faisait un balayage à 180 degrés. Il a donc fourni une très grande quantité d'informations.
Évidemment, on peut aussi dire que oui, mais les astronautes d'Apollo, par exemple, ont rapporté sur Terre 400 eux autres, c'était une cinquantaine de kilos. Apollo 11 et 12, c'était une cinquantaine de kilogrammes d'échantillons, quantité de photos, évidemment, un récit extraordinaire. Mais ce que les Soviétiques faisaient valoir, c'est que oui, mais une mission comme Lunokhod coûte peut-être le centième d'une mission Apollo. Fait qu'on va pouvoir en réaliser des dizaines d'autres missions l'équivalent pour explorer différents sites lunaires. Donc, d'une certaine façon, ils disaient, on est en train de mettre au point une technologie qui va être supérieure à celle des missions Apollo, puisque beaucoup plus flexible et moins dispendieuse. Et leurs arguments frappent d'autant plus que la NASA est contrainte de mettre fin au programme Apollo après 6 débarquements lunaires, chaque mission coûtant beaucoup trop cher, entre 250 millions et 1 milliard pièces, selon la manière de compter. Effectivement, les Américains, suite aux réussites des Soviétiques, les Américains se sont posé des questions. Est-ce que les Soviétiques ne seraient pas en train de développer des technologies qui vont leur permettre d'explorer le système solaire de façon beaucoup plus efficace que les Américains? Est-ce que les Soviétiques ne sont pas en train de trouver le moyen d'étudier tout le système solaire avec des robots qui vont possiblement ramener des échantillons, qui vont se promener à la surface de différentes planètes, que ce soit la planète Mars? Les Soviétiques parlent même de rapporter des échantillons depuis la planète Vénus. Alors que les Américains, eux autres, ils mettaient fin au programme Apollo. D'ailleurs, il faut savoir qu'il devait y avoir les missions Apollo 18, 19 et 20 qui ont été annulées faute de budget. Donc, les Américains se voyaient contraints d'abandonner Apollo, alors que les Soviétiques semblaient avoir mis au point la technologie de l'avenir. Les Américains se demandaient s'ils n'avaient pas fait le mauvais choix. Et puis le 2 septembre 1971, les Soviétiques lancent la sonde Luna 18 qui rate son alunissage. Il s'agissait d'une 7e tentative de récupération d'échantillons. 4 semaines plus tard, ils lancent Luna 19 qui a pour mission de cartographier l'ensemble de la Lune. Malheureusement, elle se place sur une mauvaise orbite qui l'empêche d'accomplir sa mission. Puis en 1972, il procède à une 2e récolte d'échantillons, 55 grammes, alors qu'en 1974, Lunokhod 2 explore la surface lunaire durant 4 mois. Lorsqu'on fait le bilan, lorsqu'on compare Apollo à Luna, comme je le fais dans le fascicule 93 qui accompagne ce balado, là, il y a un tableau qui montre chacune des missions. Ce qu'on observe, c'est que entre 1969 et 1974, les Russes ont tenté 14 missions Luna pour n'en réussir que 5. Par contre, du côté du programme Apollo, il y a eu 12 missions Apollo, dont 10 réussissent et 2 échecs. Il faut savoir qu'un des échecs, c'est Apollo 1, donc l'équipage qui a brûlé sur un pas de tir. Donc, il y a une mission qui a coûté la vie à 3 astronautes. Et le deuxième échec, c'est Apollo 13, qui a quand même pas coûté la vie. Donc, quand on regarde le bilan, on voit que le programme Apollo, évidemment, a un bilan scientifique nettement supérieur à celui des Luna. Beaucoup plus de réussite, mais par contre, il était beaucoup plus dispendieux, probablement que le programme Apollo a coûté 100 fois plus cher que le programme Luna soviétique. Donc, il y a un bilan mitigé. Les vols habités sont probablement rapportent peut-être beaucoup plus d'informations scientifiques si on pense à Apollo que le programme Luna, mais en même temps, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Et est-ce que l'avenir n'est pas à l'exploration robotique de l'espace? C'est la question qui se pose au lendemain de la fin du programme Apollo et de la réussite des sondes Luna, même si, j'ouvre une parenthèse, on sait maintenant que les Soviétiques ont eu 14 échecs, 5 réussites en 14 lancements. La plupart des échecs avaient été camouflés à l'époque. On n'avait pas le bilan qu'on a aujourd'hui, mais aujourd'hui, on sait que sur les 14 lancements de sondes Luna, il y en a seulement 5 qui ont réussi leur mission. Donc, c'est un maigre bilan par rapport à Apollo. Au moins, il n'y a pas de perte de vie. À l'époque, on avait l'impression que les Soviétiques étaient en train de mettre au point un savoir-faire et les technologies qui allaient leur permettre d'explorer le système solaire de façon bien plus efficace que ce qu'envisageaient de faire les Américains. En choisissant le coûteux programme Apollo, ces derniers avaient-ils compromis leur avenir dans l'exploration spatiale? Cette question les hantait au début des années 1970. Et au terme de la palpitante course à l'espace à laquelle nous avons assisté entre 1957 et 1972, un choix s'est imposé par lui-même, un choix technologique, dis-tu Claude, lequel? Exactement. En fait, devant les coûts exorbitants d'envoyer des humains dans l'espace et aussi les risques auxquels on les soumet, c'est toujours risqué une mission spatiale,
Les Américains et les Russes sont arrivés à la conclusion qu'on ne pourrait pas envoyer des hommes beaucoup plus loin que la Lune, c'est-à-dire que ça devient beaucoup trop risqué, beaucoup trop dispendieux aussi. Ce qui fait que si on veut continuer d'envoyer des hommes dans l'espace, il va falloir les maintenir en ce qu'on pourrait appeler la proche banlieue terrestre, essentiellement l'orbite terrestre. Donc, on pourrait envoyer des astronautes en orbite, mais pas vraiment plus loin. Au mieux, on pourrait les envoyer sur la Lune, mais encore là, ça coûte très dispendieux. Mais on pourrait dire qu'au milieu des années 70, on réalise bien que d'envoyer des humains sur Mars ou même, si on remonte quelques années avant, hein, on espérait envoyer des humains un peu partout à travers le système solaire à bord de vaisseaux spatiaux, un peu à la Star Trek. On réalise bien dans les années 70 que ça ne sera pas possible. Ça serait beaucoup trop coûteux et beaucoup trop risqué aussi. Donc, on réalise que l'homme est coordonné à rester en orbite autour de la Terre ou peut-être aller sur la Lune, mais guère plus loin. Et c'est ainsi que les Soviétiques entreprennent de faire vivre des hommes à bord de stations spatiales Salyut de la taille d'un wagon de chemin de fer. De leur côté, les Américains ont opté pour développer un système de transport spatial tout usage et économique, la navette spatiale. Les Soviétiques se sont ainsi attaqués à résoudre deux grandes questions toutes simples. Que faut-il pour maintenir sans relâche des hommes dans l'espace ? Et combien de temps un homme peut-il vivre en apesanteur sans trop subir de conséquences ? Mais il leur a fallu du temps, énormément de temps, pour y parvenir. Et pourquoi donc ? Absolument. Parce que simplement de maintenir des astronautes ou des cosmonautes en orbite autour de la Terre, c'est avéré une opération extrêmement complexe, difficile et pleine d'imprévus. On va le raconter, d'ailleurs, j'ai l'intention l'an prochain de le raconter dans des balados, la fameuse aventure des stations Salyut, là, de Salyut 1 à Salyut 7. Ça a été toute une épopée. En fait, les Soviétiques mettront 20 ans, c'est-à-dire jusqu'à la mise en place de la station orbitale Mir, pour pouvoir enfin répondre à cette question-là. C'est donc, ça s'est avéré juste le fait de maintenir des humains en orbite terrestre s'est avéré beaucoup plus complexe que les Soviétiques s'y attendaient. Mais on a finalement eu les réponses, mais seulement dans les années 90. Moi, je suis persuadé que si on remontait au début des années 70 et on avait posé la question, les gens étaient très surpris en disant « Ben non, ça va se faire assez rapidement ». Ça a pris beaucoup plus de temps qu'on l'avait attendu. Comme quoi, les missions habitées sont beaucoup plus complexes et difficiles qu'on s'y attend généralement. Alors donc, combien de temps l'homme peut-il demeurer dans l'espace ? Ce que les Soviétiques ont fait à partir des années 90, c'est qu'ils ont maintenu quelques hommes, parce que ce sont des hommes, dans l'espace durant une année. Donc, on peut le faire durant une année. En fait, le record est détenu par un médecin russe qui s'appelle Valery Polyakov, qui est resté 14 mois. Ça, c'est le vol record qu'on a réalisé il y a maintenant plus de 25 ans. Et il est intéressant de voir qu'on n'a jamais tenté de rester plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'on s'est réalisé qu'après environ 6 mois passés dans l'espace, les astronautes, les cosmonautes commencent à être beaucoup moins efficaces, à trouver la vie beaucoup plus difficile. Parce qu'il faut savoir qu'ils vivent à bord d'une machine. Une station spatiale, c'est une machine assez exiguë, très bruyante, pas très confortable. Ça s'endure pendant un certain nombre de mois. C'est un peu comme faire du camping, mais passer une année, ça devient très difficile. D'ailleurs, une des grandes leçons du programme Mir, c'est qu'on devrait maintenir idéalement des équipages pour environ 6 mois, et c'est ce qu'on fait à bord de la Station spatiale internationale, c'est-à-dire qu'on fait la relève des équipages à tous les 6 mois. Donc, la réponse à la question combien l'homme peut passer de temps dans l'espace, ben, c'est environ une année ou pas beaucoup plus que ça, sinon ça devient vraiment un marathon extrêmement difficile à réaliser. Et idéalement, c'est seulement 6 mois. Ça, c'est la durée optimale, je dirais. Optimale parce qu'entre autres, pendant les premières semaines, il faut s'adapter à l'environnement spatial, donc on est un peu moins efficace. Après quelques semaines, là, on devient très efficace pendant une période d'à peu près 6 mois. Et après ça, il est temps de regagner la Terre. Mais nous savons que toute mission interplanétaire, par exemple à destination de la planète Mars, prendra au bas mot 2 années de vol. Et donc le record de 437 jours de Polyakov n'a pas été inquiété depuis. On n'a jamais essayé de maintenir des astronautes aussi longtemps à bord de la station spatiale. Et pourquoi ? C'est une très bonne question, parce que ce serait
très facile de maintenir, par exemple, on fait une relève d'équipage à tous les 6 mois, mais on garde quand même, disons, 2 ou 3 personnes qui, elles, resteraient dans l'espace, par exemple, 2 ans, 2 ans et demi. Et la station spatiale offre beaucoup plus de confort que Mir et probablement beaucoup plus de confort qu'un vaisseau interplanétaire. Donc, on pourrait tenter l'expérience, mais on ne la tente pas. Est-ce que c'est parce que les spécialistes sont vraiment conscients que d'un point de vue ne serait-ce que psychologique, c'est presque un marathon irréalisable de maintenir des gens dans l'espace durant 2 ans, 2 ans et demi, psychologiquement, parce que physiquement, ça se ferait très bien, ça serait probablement au-delà des capacités de tout être humain, ou à peu près, à moins d'être un surhomme, littéralement. Donc, c'est quand même intéressant de savoir que, moi, je suis toujours surpris, la NASA nous parle beaucoup que la Station spatiale internationale et le programme Artemis sert à préparer l'envoi d'humains vers la planète Mars un jour, etc., mais qui n'ont pas est-ce que je dirais, le courage de maintenir des gens dans la Station spatiale durant 2 ans, juste pour voir ce que ça fait. Je pense que d'un point de vue psychologique, de maintenir des gens dans un vaisseau spatial pendant 2 ans de temps, c'est probablement au-delà de nos capacités, mais on ne veut pas se l'avouer parce qu'on rêve d'envoyer des humains sur Mars. Et pour leur part, les Américains ont entrepris dans les années 1970 de se doter d'une navette spatiale, un véhicule qui devait procurer un accès facile et économique à l'espace. Comme nous l'avons relaté dans les balados 83 et 84, celle-ci devait révolutionner le transport spatial, mais elle s'est plutôt avérée être un véhicule complexe, fragile, coûteux pour assurer un tel service. Effectivement, hein, on avait de grands espoirs au début du vol du programme de la navette spatiale. On disait on va maîtriser les vols habités, on va faire en sorte que ça va devenir routinier. Hein. La NASA pensait lancer facilement une navette par semaine, sinon même un peu plus, après quelques années de mise en œuvre du programme. Ça s'est évidemment pas avéré le cas. En fait, ce qu'on a réalisé, c'est que lancer un vaisseau à bord duquel il y a des humains demeure toujours une opération complexe, délicate et une opération risquée. C'est-à-dire que on ne peut pas prendre le moindre risque. Le moindre risque peut être fatal. C'est vrai quand on lance des satellites, quand on lance des robots, mais là, on ne perd que de la machinerie si jamais il y a un échec. Dans le cas de la navette spatiale, ben, on perd un équipage. D'ailleurs, il y a eu deux échecs qui ont coûté la vie à 14 astronautes. Fait que, alors qu'on pensait qu'on pourrait mettre au point un véhicule qui rendrait facile l'accès à l'espace à l'aide aux humains, on se rend bien compte que ça ne s'est pas avéré le cas. Du moment que vous avez des humains à bord d'un vaisseau, tout devient beaucoup plus complexe et il ne faut pas prendre de risques, ce qui fait que la navette a été remplacée par des capsules qui sont beaucoup plus simples et moins dispendieuses et qui posent moins de risques aux humains. Qu'a-t-on donc appris depuis les années 80 en matière de vol humain? Ce qu'on a appris dans le fond, c'est que envoyer des humains dans l'espace, ça coûte très cher, même si on essaie de réduire les coûts. C'est très complexe et ça pose des risques. C'est-à-dire qu'il faut savoir que, si on passe l'exemple des gens à bord de la Station spatiale internationale, à chaque minute qu'ils sont dans l'espace, ils risquent leur vie. Si jamais il y avait un système de bord qui tombait en panne, ça pourrait leur coûter la vie. S'il y avait une météorite qui perçait la cabine, s'il y avait un autre bris important, ils risquent leur vie à chaque seconde qu'ils sont dans l'espace. Ça n'a rien à voir, dans le fond, avec ce qu'on pensait dans les années 50 ou à la Tintin, où on pensait qu'on enverrait des équipages dans l'espace puis réaliserait des missions sensationnelles sans trop de problèmes. Ça n'a rien à voir, même, je dirais, avec ce que nous montre souvent Hollywood. Là. Même les films d'aujourd'hui nous montrent qu'envoyer des humains dans l'espace, ça ne pose pas de problème. En fait, ils vont vivre mille et une aventures. C'est l'essence même d'un film d'Hollywood. La réalité, c'est tout autre. C'est qu'envoyer des humains dans l'espace, c'est compliqué, c'est coûteux et ça pose d'énormément de risques. Le vol spatial n'est pas comme, par exemple, on se faisait une idée à une époque que ça serait peut-être comme des vols en avion. Là, vous voyez, moi, on a eu la chance de prendre des vols en avion. C'est un peu risqué, mais pas plus que ça. Ça n'a rien à voir. Envoyer des humains dans l'espace, c'est dispendieux et ça pose des risques très importants. Et malheureusement, comme on l'a pu le voir dans le cas de la navette spatiale, ça peut même ça peut même coûter la vie à certains astronautes. C'est pas ce qu'on imaginait dans les années 50. C'est une des grandes leçons qu'on retire malheureusement après 60 ans de vol dans l'espace. Et donc pendant ce temps, les robots ont pris leur revanche, si on peut dire. C'est-à-dire que grâce aux sondes spatiales, on a exploré le système solaire de façon aussi efficace qu'économique. Je vais peut-être choquer certaines personnes, là, mais quand on compare
ce qui s'est passé dans peut-être les 20-30 dernières années en termes de présence humaine et robots. La présence humaine, c'est la Station spatiale internationale. Il y a des astronautes qui se succèdent à tous les 6 mois depuis une vingtaine d'années, sans plus. Dans le cas des robots, on a juste à penser aux sondes Voyageurs, aux sondes Galilée, Cassini, New Horizons, qui explorent le système solaire, les planètes lointaines. On peut penser aux astromobiles Curiosity, Perseverance, Spirit et Opportunity qui explorent la surface de la planète Mars durant des années, sinon même des décennies. On pense aux télescopes spatiaux, Hubble, Webb maintenant, et plein d'autres télescopes spécialisés dont on parle moins, mais qui font des recherches extraordinaires qui nous ont permis de découvrir l'univers. Et on pourrait penser aussi aux télescopes un peu plus spécialisés comme Kepler et TESS qui sont en train d'étudier les exoplanètes, ce que va faire aussi Webb. Donc, résultat, l'homme dans l'espace, ça ne nous donne pas grand-chose sinon d'être fier quand un des nôtres s'envole pour l'espace, notre David Saint-Jacques national et votre Thomas Pesquet. Au-delà de ça, ça ne donne pas grand-chose de plus. Par contre, les robots, eux, nous apportent des connaissances extraordinaires et c'est grâce à eux que nos connaissances se sont développées dans les dernières années. C'est un peu un triste bilan, c'est un peu un bilan fâchant, mais c'est quand même ce qu'on observe. Quand je dis que les robots ont pris leur revanche, c'est qu'on le voyait dès le départ de la conquête spatiale. Les sondes avaient commencé à explorer l'espace avant qu'on envoie des astronautes. Et 60-65 ans plus tard, on voit bien que les robots nous ont permis de faire des découvertes extraordinaires et en même temps de nous apporter des images. Je pense que tout le monde est enchanté des images que nous transmet le télescope Webb. Rien de tel avec la présence d'hommes dans l'espace, malheureusement. Et donc, quel bilan peut-on tirer de ces 40 dernières années en termes d'exploration humaine et robotique? Depuis 60 ans, on envoie des humains dans l'espace. On a appris beaucoup de choses sur le fonctionnement de l'organisme humain, mais pas grand-chose de plus. Par contre, depuis 65 ans, on envoie des satellites, des sondes spatiales explorer l'espace, et là, les quantités d'informations et de découvertes qu'on fait sont incalculables. Il y a vraiment un contraste entre le fait qu'on peut rêver que des humains aillent dans l'espace, que ce serait merveilleux, mais dans le fond, ça ne nous donne pas grand-chose de plus, alors que les robots qui n'ont pas le côté, évidemment, émotif, le côté romantique de la chose, c'est quand même eux qui nous font rêver, parce que si on pense aux magnifiques images qu'on a de la planète Mars, aux images que nous a transmis Hubble et que fait maintenant Webb, aux sondes New Horizons, Voyageurs et compagnie, c'est les robots qui nous font rêver, malheureusement, parce que les humains ne peuvent pas s'aventurer bien au-delà de l'orbite de la Terre. Dans le balado 73 sur la Lune et Mars, nous relations que depuis 20 ans, la NASA a consacré 75 milliards de dollars à son programme de retour de l'homme sur la Lune. On posait donc la question, qu'aurait-on pu faire si nous avions consacré ces milliards à explorer la Lune et Mars à l'aide de robots? Si on avait pris une partie de ces 75 milliards de dollars-là pour construire des sondes qui explorent la planète Mars, on aurait pu explorer probablement des dizaines de sites de la Lune sur la face visible et sur la face cachée. On aurait construit, par exemple, des astromobiles un peu à la Lunocode, mais version 2020 ou 2010-2020, qui auraient donc exploré des dizaines de kilomètres, qui auraient rapporté il y aurait d'autres sondes qui auraient rapporté des échantillons. On aurait peut-être dans nos laboratoires actuellement quelques dizaines d'échantillons venant d'un peu partout de la planète, de la Lune, donc des échantillons venant aussi de la face cachée, parce qu'il faut dire une chose, on n'a pas beaucoup d'informations sur la face cachée, on la connaît moins. Donc, on aurait pu réaliser depuis 20 ans des dizaines de missions lunaires qui nous auraient en appris énormément, alors que là, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé un programme, une fusée qu'on va bientôt lancer d'ailleurs. Et qui sait si en explorant la Lune, on n'aurait pas répondu à certaines des questions que se posent les astronomes, mais dont on a évoqué dans le balado précédent, là, celui sur les mystères de nos origines. On sait qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre sur la Lune, et que la Lune pourrait même probablement nous en apprendre beaucoup sur nos origines à nous. Donc, si au lieu de se consacrer à un programme de retour sur la Lune pour les années 2020, on avait utilisé cet argent-là pour explorer la Lune à l'aide d'un robot, on en saurait probablement énormément plus aujourd'hui qu'on en est actuellement. Et quant à la planète Mars, nous avons assisté à une série de missions robotiques fascinantes, notamment l'exploration par les tout-terrains Spirit, Opportunity, Curiosity, Perseverance et Ingenuity.
Mais on aurait sans doute pu faire davantage si on avait consacré ne serait-ce que la moitié des 75 milliards alloués au programme Artemis. Tu as d'ailleurs un bel exemple à nous proposer ? Dans un fascicule sur à l'assaut de la planète Mars, là, le balado à l'assaut de la planète Mars qui a été diffusé il y a 2 ans à peu près, je parlais d'une mission qui est en préparation actuellement, dont l'objectif, c'est de nous rapporter sur Terre des échantillons de la planète Mars. Cette mission-là devrait avoir lieu entre 2026 et 2031, donc sur une période de 5 ans. C'est en quelque sorte, si on la résumait, une sorte de mission Apollo, mais réalisée de façon totalement automatique. Donc, des sondes vont se placer en orbite autour de la planète Mars, d'autres vont descendre sur la planète Mars, vont aller récolter les échantillons qu'actuellement Persévérance est en train de récolter un peu partout au fond du cratère G0 qu'il explore. Donc, on va nous ramener des échantillons sur Terre, probablement si tout va bien. Et c'est une mission très ambitieuse et très complexe. Si tout va bien, on pourra avoir des échantillons de Mars en 2031. Mais si on avait pris une partie du budget qu'on développe pour Artemis, les fameux 75 milliards, peut-être qu'on aurait pu réaliser cette mission-là 10, 12 ans plus tôt. On aurait peut-être déjà des échantillons de Mars dans nos laboratoires. Peut-être même qu'on a réalisé une 2e, une 3e, une 4e mission d'exploration, de récupération d'échantillons. Donc, on a fait des choses extraordinaires sur Mars grâce aux véhicules tout-terrain, mais on aurait pu faire tellement plus si on avait pris une partie des budgets qui sont actuellement alloués à Artemis. Artemis, que je le rappelle, c'est l'envoi d'humains sur la Lune. C'est encore là le rêve d'envoyer des humains dans l'espace, même si c'est très dispendieux et très complexe. On aurait pu faire tellement plus avec les robots. Et là, je parle actuellement, là, on est en 2022, on aurait fait des choses probablement remarquables si on avait pris ces budgets-là pour plutôt explorer la Lune et explorer la planète Mars. Et donc, justement, au sujet de la planète Mars, est-ce que c'est la même chose pour toi ? Oui, parce que on rêve d'envoyer une expédition sur la planète Mars. OK. Ça veut dire un projet qui va peut-être coûter de 200 à 400 millions de dollars. Si on imagine que le projet Artemis coûte 100 millions et qui a pris 20 ans à développer, l'équivalent d'envoyer des humains sur Mars va peut-être nous demander 20, 30, 40 ans de travail, va peut-être coûter 200 à 400 millions de dollars. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer des humains à un endroit sur Mars. Là, ils vont se poser sur Mars. Ils vont faire une exploration pendant peut-être quelques semaines, peut-être un mois ou 2, et ils vont revenir sur Terre. Imaginez si on prenait ce 200 à 400 millions de dollars-là pour explorer la planète Mars à l'aide de robots, tout ce qu'on pourrait faire. Fait que c'est la même dynamique. On rêve d'aller sur Mars. On rêve d'envoyer des humains sur Mars parce que ça nous fait rêver. D'ailleurs, il y a des gens, j'ai l'impression, qui ont l'idée qu'on vivrait un peu une mission Apollo 11, mais version martienne. Mais quand on regarde les coûts, quand on regarde tout ce que ça implique, on pourrait faire tellement mieux et à beaucoup moins cher avec des robots. Encore et toujours, la question se pose, pourquoi au juste explore-t-on l'espace ? Est-ce pour étancher notre soif de connaissance ou est-ce par goût de l'aventure et pour nous projeter hors du berceau de l'humanité ? Probablement pour ces raisons et pour quelques autres aussi, mais à quel prix et quels efforts, là est la question. Exactement. Artemis, là, fait rêver. Hein? Je viens de le mentionner. Il y a des gens qui disent que c'est un peu comme revivre la grande épopée d'Apollo 11. Là. On va retourner sur la Lune. D'ailleurs, Donald Trump nous a promis que ce serait non seulement le retour d'hommes sur la Lune, mais les premiers pas d'une femme sur la Lune. Artemis fait rêver aussi parce qu'il n'y a pas juste des Américains qui pourraient aller sur la Lune. Peut-être qu'éventuellement des Européens vont aller sur la Lune. Peut-être un Canadien va aller sur la Lune. À ce moment-là, on peut rêver que nous aussi, on va avoir notre Neil Armstrong français, qui sait, québécois, canadien, etc. Ça fait rêver. La question, c'est à quel prix? Est-ce que ça en vaut le coup? J'oserais dire que dans un monde idéal, si tout était possible, bravo, mais dans le fond, là, au-delà du rêve de retourner sur la Lune, au-delà du rêve d'envoyer une femme sur la Lune, au-delà du rêve peut-être d'envoyer un de vos confrères européens ou un de mes collègues canadiens ou québécois, est-ce que ça en vaut le prix? Je pose la question. Et donc, si on te comprend bien, Claude, durant longtemps, tu as hésité entre hommes et robots, mais maintenant, ton idée est plutôt... tu préfères les robots à l'homme, si j'ai bien compris.
Je pense que c'est un peu évident. En fait, dans un monde idéal, là, si on avait des ressources illimitées, on pouvait tout faire, ça pourrait être fantastique. Mais je constate, après 60-65 ans, le bilan navrant des hommes dans l'espace par rapport au bilan extraordinaire des robots. Évidemment, les robots ne nous transmettent pas de l'émotion. On n'a pas de récit extraordinaire. Là. Persévérance ne nous enverra pas un récit de ce que c'est de se promener dans un cratère martien. En même temps, si on veut poursuivre l'exploration de l'espace, la découverte de l'espace, c'est à l'aide de robots. Je pense que la question se pose, d'ailleurs, c'est un peu l'idée derrière ce balado-là, c'est qu'on arrive un peu à une croisée des chemins, là. C'est-à-dire qu'on arrive au terme du programme de la Station spatiale internationale. Il reste encore quelques années, possiblement jusqu'en 2030, là, ça reste à déterminer. On se demande si on ne devrait pas aller de l'avant vers la planète Mars. En fait, certains y rêvent beaucoup, mais il faut regarder les coûts, il faut regarder les efforts que ça demande, et est-ce que ça en vaut la peine? Et moi, je pense que non. On peut peut-être mener certaines opérations utiles dans l'espace à l'aide d'astronautes, là, je pense en orbite terrestre, et encore là, il faudrait déterminer exactement quelle opération, mais l'idée de retourner sur la Lune et éventuellement vers la planète Mars, pour moi, me semble un peu désolante. J'ajouterais une parenthèse, je vois une parenthèse. Quand on pense au programme Artemis, le but du programme, c'est d'aller explorer des cratères qui sont au pôle sud de la planète, du satellite de la Lune. Et au fond de ces cratères-là, il y aurait de l'eau, donc on peut aller chercher de l'eau. Mais ce que le programme Artemis nous impose, c'est qu'on va explorer constamment le même site. On va peut-être y installer une petite base lunaire pour extraire de l'eau. Ça va toujours être le même site. À l'époque d'Apollo, il y a eu 6 expéditions sur la Lune en 6 endroits différents. Dans le cas d'Artemis, il y aurait un seul endroit. Et moi, ma crainte, si je peux dire, c'est que après que 2 ou 3 équipages auront exploré cet endroit-là, le public, lui, va avoir cessé de rêver. Là, on va connaître les lieux, on va avoir vu le même territoire. Et là, on se condamne à explorer qu'un seul endroit de la Lune. Alors que si au moins on avait un programme un peu semblable à Apollo et qu'on disait on va l'explorer, on va faire réaliser autant de missions Artemis que de sites différents, donc peut-être explorer 5, 10, 15, 20 sites différents, des sites sur la face cachée de la Lune, déjà, ce serait plus intéressant. Mais quand on y pense, d'explorer un seul endroit, de consacrer des centaines de milliards de dollars, on est rendu à 75 milliards et on n'est pas encore rendu sur la Lune, de consacrer donc 100 ou 150 milliards de dollars pour aller explorer un seul endroit de la Lune qui est un cratère au pôle sud de la Lune, je trouve ça très, très navrant, alors qu'on pourrait faire tellement mieux. Moi, je vais me permettre une prédiction. Le programme Apollo, il devait y avoir à peu près une dizaine de débarquements sur la Lune là, jusqu'à Apollo 20. Après 6 débarquements réussis, on a mis fin au programme parce que ça coûtait trop cher. Mon hypothèse, c'est que le programme Artemis, quand on sera allé 2 ou 3 fois sur la Lune au même endroit, on va se rendre compte que ça coûte extrêmement cher comme mission et que ça vaut probablement pas le coup. Fait que si dans le cas d'Apollo, on n'a eu que 6 débarquements sur la Lune, je pense même pas que dans le cas d'Artemis, on va avoir 6 débarquements au même endroit. Donc, tout ça pour dire que moi, je trouve ça... ça me fait rêver des hommes dans l'espace. J'ai eu la chance de côtoyer des astronautes. J'ai bien connu Marc Garneau et quelques autres. Mais en même temps, je me rends compte que ça ne vaut probablement pas le coup et que si on explore l'espace pour des raisons de connaissances, des raisons scientifiques, mais même des raisons qui font rêver, et là, je pense au télescope Webb. Le télescope Webb va nous faire rêver. On a déjà vu certaines photos et le meilleur est à venir. Je pense qu'il faut se limiter aux robots. On peut faire beaucoup plus pour beaucoup moins cher. Et je pense que les humains, bon, il y aura peut-être quelques opérations en orbite terrestre, et encore, mais guère plus. Donc, pour moi, malheureusement, je pense qu'on arrive à la fin des vols habités, en tout cas des projets grandioses à la Apollo ou à la Station spatiale internationale, à cause des coûts, des risques et de tout ce que je viens d'évoquer. Et j'ai aussi l'impression que on retrouve quand même un peu de romantisme maintenant avec l'évolution de la robotique, puisque là, on l'a vu avec la sortie des images de Webb. C'est quand même un événement. On a l'impression de voir à nouveau des objets qu'on avait déjà vus, mais avec une définition bien meilleure. Donc, les progrès de la robotique étant assez conséquents, oui, effectivement, le poids de l'homme dans l'espace est peut-être moins important. Exactement. Et on peut penser robotique et intelligence artificielle. Moi, là, un projet qui me ferait rêver,
Imaginons qu'on construit des astromobiles, un peu à la Lunacode, version 2020, dotés d'intelligence artificielle. Et nous, on a des casques de réalité virtuelle et on pourrait littéralement être à bord du véhicule et comme si on était assis au volant et se promener sur la planète Mars. C'est pas nous qui conduiraient, ce seraient des spécialistes, ce seraient des géologues ou des navigateurs. Mais nous, on pourrait être comme si on était assis comme passagers et se promener sur la Lune. Et ça, c'est des projets totalement réalisables, je pense, dans les années 2030. Là. L'intelligence artificielle n'est pas tout à fait assez développée, les capacités de communication, mais c'est pas des défis technologiques insurmontables. Imaginez si, dans les années 2030, on avait quelques astromobiles qui se promènent un peu partout sur la planète, sur la Lune, et nous, on se branche sur le site de la NASA, on met un casque de réalité virtuelle, et c'est littéralement comme si on était au volant. C'est pas nous qui conduisons. Et ça, c'est des projets pas très dispendieux. Ça coûterait quelques milliards de dollars possiblement, mais ça n'a rien à voir avec Artemis. Et ça, c'est des projets qui vont devenir réalisables et beaucoup plus emballants, à mon avis, que les projets qu'on est en train de préparer. Donc, pour moi, il y a tellement mieux à faire, ne serait-ce qu'avec les capacités de l'intelligence artificielle qui sont en train de se développer. Il y a un monde extraordinaire devant nous, mais ce n'est pas un monde avec des humains sur la Lune ou sur Mars. Oui, d'ailleurs, c'était déjà un peu le cas avec l'atterrisseur de Persévérance. Qui permet les appareils, les ordinateurs à bord de l'atterrisseur étaient capables de prendre une décision sur le site d'atterrissage pour savoir, un peu à la manière de Neil Armstrong. Voilà, la machine a fait quasiment la même chose que l'homme, n'en déplaise à Sir Bernard. Exactement. D'ailleurs, si les Soviétiques ont raté beaucoup d'atterrissages de sondes Luna, on remarquera que dans le cas de tous les atterrissages que la NASA a tentés sur la planète Mars au cours des 40 dernières années, ils ont tous réussi, effectivement. Puis ça va devenir de plus en plus comme ça, parce qu'effectivement, c'est fascinant, on n'en a pas parlé, mais les sondes, quand elles viennent pour se poser, elles analysent le sol en temps réel, voient les obstacles, les roches, les crevasses, etc., et se dirigent à la bonne place. Elles le font automatiquement, et ce qui assure évidemment beaucoup de bien meilleures chances de se poser, même dans un endroit accidenté. Autre chose qu'on pourrait ajouter, si on envoie des humains sur la Lune ou sur Mars, on va choisir des terrains relativement peu accidentés parce que ça pose des risques. Des robots, on peut se permettre, de prendre plus de risques et à ce moment-là, d'explorer des régions beaucoup plus accidentées. Sur Mars, là, il y a le Grand Canyon, normalement, le Valle Marineris. On pourrait se promener en hélicoptère dans ce canyon-là, ce qu'on ne pourra pas jamais envoyer des humains, en tout cas pas dans une année prévisible parce que c'est un endroit beaucoup trop accidenté. Mais les robots vont pouvoir permettre d'explorer des endroits beaucoup plus intéressants, plus risqués. Et à la rigueur, si on perd un robot, c'est juste de la quincaillerie, c'est peut-être centaines de millions de dollars de perdus ou peut-être $1 milliard, mais ce n'est que de la quincaillerie, alors que les humains, on ne peut pas prendre de risques. Donc, effectivement, c'est, à mon avis, beaucoup plus intéressant, même s'il n'y a pas le côté romantique d'envoyer l'un des nôtres dans l'espace, que de poursuivre l'exploration spatiale uniquement à l'aide de robots. Et oui, et donc, malgré tout, le jour où un homme ou une femme poseront le pied sur Mars, je pense que tout le monde suivra l'événement. Je pense qu'on ne sera pas vivants, toi et moi. C'est possible. En terminant, j'aimerais parler un petit peu des fascicules dont j'ai fait allusion. Bon, évidemment, ce balado-là va être accompagné d'un fascicule dans lequel j'explore plus en détail ce dont on vient d'évoquer. On vient faire un bon tour d'horizon de toute la question, mais il y a encore beaucoup plus à dire. Comme j'ai dit au début, on aurait pu faire un balado de 2 heures, sinon 3. Je vous invite fortement à lire le fascicule. Vous allez approfondir un peu plus le sujet. D'ailleurs, il y a des gens des fois qui nous demandent de nous suggérer de la lecture là, parce qu'ils voudraient, à la suite d'un balado, en savoir un peu plus. Moi, je vous invite fortement à lire le fascicule. Puis souvent, dans le fascicule, il y a des références vers d'autres documents. Ça peut être un bon point de départ. Je vais aussi rajouter, depuis l'été, on a mis en ligne un nouveau fascicule qui va être remis à jour de temps en temps. C'est les photos de web. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai amorcé un fascicule dans lequel j'ajoute au fur et à mesure les photos de web en les expliquant, mais les expliquant à ma façon, en les mettant dans un contexte, en expliquant des notions de base, des fois, qui ne sont pas si évidentes que ça. Et ce fascicule-là, la première fois, je l'ai mis en ligne à la mi-juillet à l'occasion des 5-6 premières photos qu'on a vues de web. Et à chaque fois qu'on rajoute des photos, je rajoute des pages à ce fascicule-là. Fait que je vous invite à aller chercher ce fascicule-là et à aller chercher les exemplaires qui vont être mis à jour au fur et à mesure.
eux. Évidemment, tous les fascicules sont disponibles pour ceux qui s'abonnent à notre balado, là, qui nous offre un montant de 5 $ par mois. Pour nous, c'est une contribution symbolique importante. Ça montre que vous appréciez notre travail. Et en même temps, ça vous donne accès à une foule d'informations. Parce que quelqu'un qui devient Patreon aujourd'hui, non seulement il a accès aux 2 plus récents fascicules web et le fascicule 93, mais tous les autres avant, il y en a, je pense, à peu près 70 fascicules. Il y a de quoi lire des choses intéressantes pendant des heures et des heures et des heures. Donc, inutile de dire que Florent, moi et Laurent, qui s'occupent des réseaux sociaux, on a beaucoup de plaisir à faire ce balado-là. On le fait avec enthousiasme et dans le but de vous apporter de la bonne information. Et on apprécie lorsque les gens prennent la peine de s'abonner à notre balado, de nous verser un 5 $ par mois, en échange de quoi ils ont les balados en exclusivité 2 semaines avant tout le monde, et en échange, ils ont aussi les fascicules. Donc, il y a beaucoup de matière. On a du plaisir à le faire et on veut juste en profiter pour remercier les Patreons, ceux qui nous supportent, qui nous soutiennent depuis des années, et on espère que vous allez vous joindre à eux. C'est une belle aventure que vous contribuez à ce moment-là à prolonger. Merci pour cette mise à jour, Claude, et puis à très bientôt. À très bientôt. On revient dans 2 semaines. Et je voudrais en profiter pour saluer nos nouveaux patrons, comme c'était la tradition du temps de Mathieu. D'ailleurs, bonjour à toi Mathieu, que tu sois dans l'univers. Donc voilà, ça fait un petit moment que nous ne l'avons pas fait, alors je m'en excuse. Bienvenue donc à Jessie Pivin, Toff et Rémi Favre, André Chénier, Anthony Gallo, Bruno-Pierre Marcil, Adrien Labéry et Pierre-Luc Grenier. Merci à vous pour votre soutien. Nous sommes toujours ravis de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui aime notre travail. Nous serons ravis de vous retrouver prochainement pour un nouveau balado avec Claude. Et d'ici là, vous pouvez échanger avec nous sur Facebook, nous suivre sur Instagram et aussi nous retrouver sur YouTube où nous allons poster plus régulièrement les épisodes, les anciens épisodes jusqu'au plus récent. Voilà, ça prend du temps, mais on va s'y atteler. Ce balado vous a donc été présenté par Florent Meunier, avec Claude Lafleur à la rédaction et Laurent Runigo à la diffusion et aux médias sociaux. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.